Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des interviews de Jessica et Sergina. On les écoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vient la question de par rapport en fait à la société actuellement, l'actualité où voilà, il y a le Black Lives Matter qui a pris beaucoup plus de visibilité ici en France, malheureusement par l'assassinat de George Floyd. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'en fait, on a un cas qui est très similaire ici depuis plusieurs années, mais c'était vraiment très peu médiatisé et très peu soutenu par la communauté noire même de France. Mais aujourd'hui, elle a beaucoup plus de visibilité, Assa Traoré. Donc, qu'est-ce que vous avez comme retour là-dessus? Sur le fait que la communauté noire ne soutenait pas forcément Assa Traoré avant la médiatisation, je suis pas d'accord. On est une population surtout qui n'est pas du tout écoutée en France. Et puis comme je te dis, on est vraiment... est-ce qu'on peut parler de communauté noire parce qu'on vient de partout et on n'a pas du tout les mêmes buts. Trouver des intérêts communs, par exemple, entre une afroféministe et puis quelqu'un qui est vraiment dans le black excellence capitaliste, enfin, trouver des intérêts communs, ça peut être compliqué. Mais par rapport à l'affaire Assa Traoré et Adama Traoré, je pense que depuis le début, il y a des artistes noirs qui se sont engagés en sa faveur et qui essayent dans des clips, dans des interviews, qui ont montré leur soutien et qui ont pu être blacklistés après. Récemment, il y a une actrice noire qui a fait la promotion d'un film, je ne me rappelle plus du film, elle s'appelle Annabelle et je ne me rappelle plus de son nom de famille. On lui a demandé quelle était pour elle une figure importante en France, elle a parlé d'Assa Traoré, le directeur de la chaîne a supprimé sa partie et a expliqué que Assa Traoré n'avait aucun lien avec les femmes africaines. Donc c'est pour ça qu'il coupait la séquence, alors qu'on sait très bien que c'est des pressions en fait. Il n'y aurait pas eu toute la médiatisation et tout ce poids qui est sur cette femme noire qui a décidé de partir au front pour sauver la mémoire de son frère et pour sauver tous les Adama Traoré qu'il y a en France et toute la négrophobie que les personnes noires, les hommes, les femmes peuvent subir. Il n'y aurait pas tout cela en fait. La médiatisation est importante, mais c'est elle, depuis 4 ans, qui mène cette médiatisation. Et c'est vrai que l'affaire George Floyd a ravivé l'intérêt pour l'affaire Adama Traoré, mais c'est pas forcément des noirs en fait. Moi, je suis désolée, mon entourage ou même sur les réseaux sociaux, je vois l'affaire d'Adama Traoré tout le temps dans les populations noires. C'est plus pour les populations non noires, les personnes blanches, les personnes maghrébines, asiatiques, je sais pas trop, qui ont pu avoir un intérêt pour cette affaire parce qu'on a l'impression qu'aux États-Unis, c'est pire qu'en France pour la situation des hommes noirs et des populations noires. Alors que sur la gestion coloniale des corps, je suis pas d'accord que ça soit forcément pire aux États-Unis qu'en France. Mais à partir du moment où tu peux créer une échelle entre les États-Unis et la France quand on sait qu'il y a eu la ségrégation en France, et ben des journalistes peuvent te sortir que dans les années 60, et ben t'avais des jazzman noirs en France qui pouvaient venir coucher avec des femmes blanches, et donc c'était le summum de la libération et de la liberté en France, parce qu'apparemment la femme blanche détient entre ses cuisses la liberté et l'égalité. De comment sont traités les noirs en France, il y a beaucoup plus d'hypocrisie, je trouve, qu'aux États-Unis, parce que déjà aux États-Unis il y a des statistiques ethniques, il y a entre guillemets des communautés qui sont fortes, des associations communautaires qui sont fortes, qui peuvent dénoncer des pratiques comme par exemple par rapport au Covid, on s'est rendu compte que les populations noires mouraient plus. En France, on peut pas le prouver, même si on en est sûr, parce qu'on sait que dans les quartiers populaires, pendant le Covid, c'était plus des personnes à faible niveau d'études qui sont allées travailler et qui ont contracté le Covid, et on savait que c'était dans les départements de la Seine-Saint-Denis, etc., qu'il y a eu le plus de cas de Covid, mais si on essayait de voir ethniquement et racialement qui c'était, ben, on ferait une corrélation. Mais comme en France, c'est interdit parce qu'il y a l'universalisme, et que oui, tous les hommes demeurent libres et égaux, bah, jusqu'à ce que tu trouves pas forcément de travail parce que t'es noir, que t'as le syndrome méditerranéen quand tu vas à l'hôpital, que quand t'as une afro t'as des soucis avec, enfin qu'on te demande de pas être trop sexy mais pas trop, etc., parce que t'es une femme noire. Il y a plus d'hypocrisie en France sur la condition des personnes noires, et l'affaire d'Adama Traoré permet de relancer un débat sur les populations noires, mais le débat, je trouve pas qu'il va forcément faire évoluer, parce que la politique même du président n'a pas une volonté de faire avancer sur les questions communautaires. Quand on voit ce qui se passe dans les Antilles avec le déboulonnement des statuts, et que le président a dit non, nous effacerons rien et que nous déboulonnerons rien, ben les Antillais ont dit bah ok, ben on va déboulonner, on vous avait donné jusqu'à telle date pour donner une réponse, vous donnez pas de date, ben nous on va se redonner ce droit de déboulonner des personnes racistes qu'on voit tous les jours depuis 100 ans, alors qu'on n'a pas à avoir des personnes racistes qui nous ont mis en esclavage et qui nous ont retiré l'humanité, parce que la République et le président a décidé que ça faisait partie de l'histoire, mais que Pétain n'a pas de nom de rue en France parce que lui ne fait pas partie de l'histoire. C'est sur quoi je voulais revenir aussi. Comme vous l'avez dit, en fait, on n'a pas de statistiques visibles du tout, en fait, de mortalité des personnes racisées. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, moi aussi, pendant cette période-là, parce que j'ai eu le temps de regarder de long à large, en travers la télé,
les journaux et j'ai été surprise de voir à quel point en fait les Noirs sont sous-représentés dans les médias. C'était pratiquement que sur des réseaux sociaux en fait que je voyais le nom des personnes racisées, surtout des personnes noires qui circulaient en disant qu'ils étaient décédés suite au Covid-19 parce qu'ils étaient au travail. Mais à aucun moment on lui donnait le micro à une personne noire dans la rue parce que la personne était médecin, aide-soignante ou caissière ou éboueur, alors que nous savons très bien que dans cette société française, ce genre de travaux sont occupés en majorité par des personnes racisées. Après, je vois, donc du coup totalement à côté, mais je vois sur les boucles d'oreilles, Black culture is not a fashion trend. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est une autre grande question. Oui, que la culture noire n'est pas une... Oui, n'est pas une mode. Être noir n'est pas une mode, enfin, entre guillemets, avec l'affaire George Floyd, il y a pu y avoir tout un emballement médiatique et très performatif des personnes non noires pour montrer qu'elles soutenaient les noirs, qui a duré littéralement une semaine. Et après, les noirs, le fait qu'ils meurent ou qu'on prenne des cultures noires sans jamais les créditer, c'est redevenu normal en fait. J'ai vu que Justin Bieber avait fait un post en expliquant qu'une partie de sa carrière était bâtie sur le fait qu'il ait pris de la culture noire en fait. Et il a reconnu que il avait pu réussir grâce à la culture noire sans être noir en fait. Alors que des personnes noires vont être mises de côté parce qu'elles sont noires ou parce que ce qu'elles sont ne sont pas assez respectables, pas assez élégants, et les autres populations non noires vont reprendre. Quand on voit la K-pop, moi je suis désolée, la K-pop c'est des personnes finalement asiatiques qui prennent de la culture afro-américaine en sachant que c'est des pays quand même où il peut y avoir quand même de la négrophobie assez importante. Donc quand on voit ça et que ce qui plaît finalement c'est la culture noire sur des populations qui sont pas noires, et c'est ces personnes-là qui font du bénéfice là-dessus, sans forcément, encore une fois, créditer d'où vient l'inspiration. Donc la culture noire sans les noirs. L'appropriation. Ouais, c'est ça, la culture noire, le fait de prendre la culture noire sans créditer et sans qu'il ne puisse y avoir ces personnes noires dans ces espaces à des postes de décision, c'est pas normal. Il y avait eu ce cas avec le styliste Jacques Mus, quand il a fait son défilé, on a vu que c'était très performatif sur le fait qu'il y ait des noirs sur son défilé, mais quand on a vu la team qui gérait le défilé, c'était que des blancs en fait. Comme maintenant la diversité c'est devenu un commerce capitaliste, il faut mettre des noirs parce que on se rappelle que finalement les noirs ont peut-être du budget et qui peuvent dépenser leur argent dans cette marque-là, mais sur le processus créatif on n'est pas là en fait. En fait le corps noir est exploité et marketable, mais dans le processus de lui donner un caractère décisionnel et dans le processus créatif on est toujours exclu, même si on va reprendre notre talent ou nos idées. Juste avant, tu nous parlais de l'ampleur qu'avait pris le mouvement Black Lives Matter après les événements avec George Floyd. Donc on parle souvent d'un souffle de gens qui se rendent compte des foules qu'il y a eu pour les manifestations. Et moi ce que j'ai pu constater dans tout ça, c'est les limites des gens en fait, ce qu'ils étaient prêts à voir, à comprendre et à changer. Il y a des personnes donc non noires qui sont prêtes à prendre 3 heures dans leur journée pour aller en manifestation avec une pancarte et dire Black Lives Matter, stop, arrêtez de tuer les noirs. Mais c'est assez choquant et c'est violent en fait, et c'est pour ça que ça a été aussi une période très difficile pour nous de voir que ok, on va parler quand les noirs se font tuer. Là c'est la limite, c'est trop. On a vu, parce que c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu un engouement pareil, c'est que là on a vu les meurtres, les vidéos circulent sur les réseaux sociaux, les vidéos ne sont pas censurées. Là c'est pas un film où on va dire non, évite d'aller le voir. Non, là les vidéos on les voyait, des personnes noires qui se font tuer sur les trottoirs, on le voit. Et donc là quand on a des mises à mort comme ça explicites, les gens sortent, mais c'est juste ça en fait. On va s'engager quand les noirs se font tuer, mais tout ce qu'il y a avant, donc toute la pyramide d'oppression, donc toutes les petites choses avant, toutes les micro-agressions, ça, oh non, mais on n'est pas prêt à se remettre en question là-dessus. Et c'est là qu'on se retrouve à voir des gens en manifestation, des personnes non noires qui portent des tresses, qui avaient des slogans négrophiles, donc des femmes qui se baladaient avec des pancartes disant qu'il fallait arrêter de tuer les noirs parce qu'elles adoraient les hommes noirs. Et qu'elles voulaient des enfants métis. Voilà. Donc si on tue les hommes noirs, elles pourraient pas d'enfants métis. Et puis là, ça c'est surtout des pancartes que j'ai vues, donc de photos de manifestations aux États-Unis, dans différents États. Mais en France, dans les manifestations, j'en ai vu plein des personnes non noires, que ce soit des personnes blanches, nord-africaines ou asiatiques, qui venaient en manifestation avec des braids. Et pas seulement parce que les gens ils vont dire oui, mais les tresses, il y en a dans d'autres cultures. Non, vraiment des
braids qui ont été popularisés par les Noirs. Donc vraiment comme les Américains disent des box braids, mais voilà, des tresses avec même des mèches de couleurs, des textures qui sont les nôtres, qui sont des coiffures de personnes noires, qui ont été popularisées par nous, créées par nous, et qui viennent en manifestation avec ça. Et quand on leur explique, ils ne comprennent pas, parce que c'est toujours ce truc de non, je donne de l'amour au noir. Et pour moi, c'est pas juste qu'on comprend pas, c'est qu'on veut pas écouter, parce qu'on est prêt, comme je disais, à prendre 3 heures dans son après-midi pour manifester pour les noirs, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à se questionner sur son propre comportement, sur le fait d'utiliser cette culture noire et de se dire qu'on fait peut-être partie nous-mêmes du problème. On n'est pas prêt, oui, à abandonner la mode, en fait, parce que les gens ont construit leur style sur la mode sur les noirs n'est rien. Les gens ont construit leur style sur la culture noire, les gens ont construit, que ce soit leur style vestimentaire, que ce soit leur style musical, que ce soit leur comportement, comme on dit, leur flow, leur vibe dans leur création artistique, que ce soit dans la photographie, dans le dessin, dans la peinture, dans tout. Il y a énormément de créatifs, énormément de personnes qui n'ont plus de style, qui n'ont plus d'inspiration, s'ils n'arrêtent pas de voler sans créditer, sans même savoir vraiment d'où viennent les choses qu'ils imitent, et ils sont pas prêts à abandonner ça. C'est toujours pas clair que ça fait partie de cette pyramide avant juste les noirs se font tuer. Et donc là, on va dire que clairement, enfin, ce que moi je comprends tout de suite, c'est qu'il y a un vrai problème justement d'éducation sur le sujet et de méconnaissance totale de la culture noire, et c'est quoi l'histoire noire en fait. Je pense qu'il y a une très grande méconnaissance là-dessus quelque part les personnes noires, mais aussi par les personnes non noires, justement. Parce que il y a une histoire qui a été calquée sur les personnes noires. Ça plaît bien de rester dans cette histoire-là et de ne pas creuser plus. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus ou pas. Je pense que c'est pas que un problème d'éducation. C'est un problème d'ignorance voulue. À partir du moment où on veut ignorer, on ne se remet pas en question. Parce que le fait que l'esclavage, ça soit en particulier que les noirs qui s'y intéressent, c'est pas normal en fait. On s'est pas mis en esclavage tout seul, surtout l'esclavage et le commerce triangulaire. Il y a des femmes et des hommes noirs, blancs en France et partout dans le monde qui ont bénéficié du système esclavagiste, qui ont bâti des fortunes et qui en bénéficient encore aujourd'hui parce qu'ils sont toujours riches grâce à ça. Donc les béquets dans les Antilles, les oreilles à la Réunion, et donc le fait d'ignorer d'où viennent leurs fortunes et leur pouvoir économique, ça leur permet de justement ne pas questionner leur place dans ce système qui fait que les noirs, on peut encore leur voler ce qu'ils ont pu faire. On peut pas prouver qu'il y a eu vol par exemple dans le monde de la mode, etc. On va savoir, on va se dire, ça c'est de la black culture, mais juridiquement, il y a rien en fait. On peut pas prouver que les tresses c'était que les noirs. On va dire, bah ouais, mais tout le monde, comme tu dis, tout le monde fait des tresses et juridiquement, tu vas rien pouvoir prouver. Et donc, le fait de vouloir ignorer ce racisme et de dire que c'est un problème d'éducation, non, c'est institutionnellement, on fait en sorte que les chapitres sur l'esclavage et la décolonisation, c'est les chapitres où il y a le moins d'heures en fait, et que si on n'a pas le temps, on saute ces chapitres. Parce que si on passait trop de temps sur cela, il pourrait y avoir un réel questionnement des jeunes sur ce que la France a pu faire et se dire c'est pas terrible et il faudrait peut-être encore plus questionner et réfléchir peut-être même à des réparations et pas que mémorielles économiques en fait. À partir du moment où on commence à questionner l'impact de la colonisation et de l'esclavage, il n'y a pas de réparation s'il n'y a pas de réparation économique. Et donc il y a plein de militants dans les Antilles, aux États-Unis, en Afrique, partout dans le monde pour qu'il y ait une réparation économique. Et ça ruinerait les pays occidentaux s'il y avait une réparation économique de tous les pillages ou de comment ils ont pu créer leur richesse sur ces populations. Imagine 300 ans d'indemnité. Même tu dis à 8 € de l'heure, 300 ans sur 30 millions de personnes. Ils seraient ruinés. Enfin, donc il n'y a pas une volonté de ça. Donc il n'y a pas de volonté de plus éduquer les populations parce que si tu éduques plus une population, tu peux questionner en profondeur et donc arriver à l'aspect pécunier. Et le but, c'est de ne pas rembourser ces populations. Une chose qui continue effectivement encore aujourd'hui, pas que sur cette partie-là de l'histoire, de l'esclavage et tout, mais ça serait bien aussi d'avoir une éducation aussi sur tout ce qui s'est passé aussi avant, pour que on puisse voir comment vivait la population noire ou les populations noires dans leur espace avant cette rencontre-là, avant la rencontre avec les autres, pour voir l'impact que ça a pu avoir moralement aussi, en fait, l'impact que ça a sur nous aujourd'hui, et aussi comprendre pourquoi, en fait, on cache toute cette histoire. Après plusieurs lectures et plusieurs documentations, on se rend compte que beaucoup de problèmes aujourd'hui existent dans la rencontre entre l'homme noir et l'homme blanc aujourd'hui, parce que justement, il y a cette volonté, comme vous le disiez tout à l'heure, d'occulter une grande partie de l'histoire qui était déjà là avant la colonisation et du
coup qui permettrait de comprendre jusqu'à quel point en fait la colonisation n'est pas aussi positive que certains essaient de. Mais elle est totalement négative. En fait. Mais on va dire, il y a toujours des personnes qui diront oui, mais bon, vous savez, vous avez quand même eu ça, mais ça serait bien qu'ils puissent voir s'il y avait avant et vraiment juger est-ce que ces personnes-là avaient vraiment besoin de ce qu'on leur a donné. Est-ce que c'était vraiment pour leur propre avancée ou c'était pour les mettre en fait dans d'autres problèmes encore plus graves que ceux qu'ils auraient pu avoir, quoi, tout simplement. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette interview très instructive de Sergina et Jessica de la chaîne YouTube Légitime. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Restez connectés. On se donne rendez-vous pour la troisième et dernière partie. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis, period.